Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Simone et les philosophes. Chaque mercredi, nous explorons ensemble un sujet philosophique avec un regard féministe. Aujourd'hui, pour ce 10e épisode de la seconde saison du podcast, je vous propose de vous introduire à la lecture d'un ouvrage aussi célèbre que méconnu sur le fond, Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Ce livre, qui rassemble un bon millier de pages, est célèbre pour son étiquette féministe et pour une phrase, celle qui ouvre le deuxième tome. On ne naît pas femme, on le devient. Mais que signifie devenir femme sous la plume de Simone de Beauvoir ? Qu'entend-elle par là précisément ? Il n'est pas anodin que l'on ait classé ce monument de la pensée contemporaine au rayon féministe, sans en valoriser la complexité et la pertinence philosophique. Car c'est une pratique courante que de rattacher les ouvrages de penseuses au champ féministe pour les maintenir à l'écart des disciplines intellectuelles dans lesquelles seuls des hommes continuent d'être étudiés et enseignés. Et par ailleurs, le livre offre une foule d'informations qui pourraient nous en faire oublier la trame précisément philosophique, très serrée, qui les relie et les articule. Je vais donc tenter de vous la présenter en quelques minutes, et si vous souhaitez l'approfondir de façon donc plus détaillée et plus conviviale, je vous invite d'ores et déjà à participer au book club de Simone et les philosophes. Alors en adhérant au club de Simone, vous pouvez écouter le replay de la première séance qui a été consacrée en novembre au deuxième sexe et nous rejoindre pour la prochaine séance qui aura lieu le vendredi 11 décembre à 21h et qui portera encore sur le deuxième sexe, en particulier sur la fin. Qu'est-ce qu'une femme ? Traditionnellement, cette question suscite au moins deux réponses contraires qui, en réalité, peuvent s'alimenter l'une l'autre. D'abord, on répond facilement que la femme est un homme comme les autres, c'est-à-dire un être humain comme le sont les hommes. C'est cette réponse qui est sous-jacente à un propos qu'on peut régulièrement entendre et qui consiste à dire « je ne suis pas féministe, je suis humaniste ». Dans cette réponse, la différence du masculin et du féminin est absorbée par le concept d'humanité, ce qui pourrait sembler rappeler une identité et une égalité fondamentale, mais qui sert en réalité le plus souvent à dénier les différences concrètes que subissent les deux genres dans la société. C'est bien en vertu de ces différences concrètes que nous distinguons dans notre vie quotidienne des hommes et des femmes dans l'espace public. Et la question est donc de savoir au nom de quoi nous le faisons, et donc qu'est-ce qui nous permet de distinguer des hommes et des femmes, et donc qu'est-ce qu'une femme et qu'est-ce qu'un homme. Une autre réponse consistera au contraire à poser une distinction essentielle entre les hommes et les femmes. Le plus souvent, on le fait en se référant à des caractéristiques physiologiques qui témoigneraient d'une différence de nature entre les hommes et les femmes. Dans cette approche, ce qui définit la femme, ce sont certaines fonctions physiologiques, comme la maternité, qui seront très vite érigées en normes naturelles, voire même en normes divines. C'est souvent au nom de cette interprétation qu'on justifie les inégalités de droit et de fait par une hiérarchisation soi-disant naturelle des êtres. Enfin, ces deux réponses peuvent s'articuler puisqu'on peut défendre qu'il y a une humanité, mais deux catégories, dont l'une est faite pour dominer l'autre, dans l'intérêt de l'humanité prise dans son ensemble. Bon, j'ai l'impression de résumer ici de vieux clichés aussi absurdes qu'omniprésents dans notre culture encore aujourd'hui. Ce qui veut dire que vraiment, il suffirait de lire de près Simone de Beauvoir pour déplacer la question hors de cette impasse stérile. Alors, quelle est la réponse apportée par Simone de Beauvoir ? Pour la philosophe, la femme se définit par sa situation, ce qui veut dire qu'elle n'a pas de définition essentielle, naturelle ni éternelle, mais qu'elle est définie par un certain nombre de circonstances culturelles qui circonscrivent et régulent ce qu'on entend par féminin et masculin. Dans le lexique existentialiste utilisé par Beauvoir et Sartre, la situation
c'est l'ensemble des contraintes qui sont imposées et dans lesquelles un sujet existe et dont il ne peut pas faire abstraction. Donc c'est l'ensemble des coordonnées concrètes de l'existence d'un sujet. En d'autres termes, on ne choisit jamais ce qui nous situe et ce qui par là nous détermine. Par exemple, notre environnement de naissance, les événements socio-historiques, les contraintes corporelles et matérielles, etc. Mais l'on choisit ce que l'on fait avec ces déterminations, et c'est là notre liberté irréductible au sens existentialiste. Nous avons toujours la possibilité d'interpréter les obstacles comme nous le voulons et d'entreprendre des actions pour les surmonter si nous le voulons. Alors, qu'est-ce qui définit la situation des femmes ? La thèse de Beauvoir est à la fois courte et complexe. Depuis toujours, la femme est située par l'homme comme l'autre de l'homme. Le deuxième sexe, c'est en réalité l'autre sexe, relativement au premier, qui est l'homme. Je cite Simone de Beauvoir, « L'humanité est mâle et l'homme définit la femme non en soi, mais relativement à lui. Il est le sujet, il est l'absolu, elle est l'autre. » Alors je vous mets la citation dans le contenu bonus de cet épisode qui se trouve sur le site simoneetlesphilosophes.fr et qui est réservé aux adhérentes et adhérents du club de Simone, et avec des extraits, plusieurs pages d'extraits complémentaires d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que signifie cette phrase ? L'humanité est mâle et l'homme définit la femme non en soi, mais relativement à lui. Il est le sujet, il est l'absolu, elle est l'autre, avec une majuscule à autre. Pour le comprendre, il faut ne plus chercher à interpréter la différence homme-femme dans les termes quantitatifs d'infériorité, de supériorité ou d'égalité. Une telle approche s'en tiendrait à mesurer des effets perceptibles sans en comprendre la cause qui, elle, est structurelle. Structurelle et culturelle, et non pas naturelle. Alors cette cause, c'est, pour Simone de Beauvoir, la façon dont la catégorie d'altérité, donc la catégorie de l'autre, la façon dont cette catégorie opère pour qu'un sujet prenne conscience de lui-même. C'est ce que l'on observe à l'échelle des groupes humains, notamment grâce aux travaux de Lévi-Strauss. Se définir soi-même comme groupe n'est possible qu'en posant comme fondamentalement autres les éléments qui ne font pas partie de ce groupe, et c'est quelque chose de spontané. Pour le dire autrement, on se rassemble comme groupe en s'opposant au reste, dont on affirme alors l'altérité. Et inversement, affirmer l'altérité de ce qui est extérieur au groupe permet au groupe d'asseoir son unité, jusqu'aux dérives idéologiques que l'on peut facilement observer. À l'échelle individuelle, je m'affirme moi-même en posant l'altérité de mon semblable, qui devient ainsi autrui. Alors pour le dire cette fois dans les termes que Simone de Beauvoir reprend à Hegel, toute conscience se pose en s'opposant, c'est-à-dire elle s'affirme en s'opposant à une autre conscience qu'elle va définir comme autre. C'est ce qu'a montré Hegel à travers, entre autres, la dialectique du maître et de l'esclave dont je vous parlais dans le dernier épisode de la saison 1 de ce podcast, qui était l'entretien avec Raphaël sur Hegel. Alors je ne vais pas en restituer l'argument ici, mais je l'ai fait lors du book club que vous pouvez réécouter. Donc c'est le book club que j'ai animé il y a 2 semaines et que vous pouvez réécouter si vous êtes membre du club de Simone. Dans cette perspective hegelienne, poser mon semblable comme étant un autrui auquel je m'oppose est un besoin inhérent à ma conscience. Et je le fais à la fois pour m'affirmer, mais aussi pour être reconnu par autrui comme libre. J'ai besoin de sa reconnaissance. J'ai besoin qu'autrui, que je regarde ordinairement comme non libre, me reconnaisse ma liberté, c'est-à-dire me reconnaisse comme sujet libre. Et évidemment, autrui
qui a une conscience va faire la même chose dans l'autre sens. C'est pourquoi dominer, ce n'est pas simplement assujettir, écraser, mais c'est exiger d'autrui une reconnaissance que je lui refuse. Alors pour Beauvoir, ce paradigme de la lutte pour la reconnaissance, tel qu'il a été conçu par Hegel et repris par la postérité philosophique, ce paradigme permet de comprendre les rapports entre les sexes. Dans notre tradition patriarcale, la domination masculine s'est exercée et elle s'est installée en posant la femme comme l'autre de l'homme. C'est-à-dire que l'homme a pu s'affirmer comme libre absolument, en se distinguant de la femme dont il affirme la non-liberté. Dire que la femme est un être non libre, c'est dire qu'elle n'existe que relativement à l'homme, auprès duquel elle a des fonctions à remplir pour être une femme, et qu'elle n'existe ainsi pas comme sujet, mais comme objet, comme femme. Là où l'homme affirme exister comme sujet, en s'inscrivant de façon autonome et absolue dans le monde, il est attendu de la femme qu'elle existe comme relativement à l'homme, dont elle a à reconnaître la qualité de sujet. Alors vous me direz, mais pourquoi les femmes se seraient laissées dominer par un tel discours et par une telle situation qui les maintient sous la dépendance des hommes? Pourquoi n'ont-elles pas installé une réciproque et donc pourquoi n'ont-elles pas lutté finalement pour la reconnaissance de leur liberté? Alors, puisque tant de groupes sociaux opprimés sous la catégorie de l'altérité, par leur couleur de peau, leur situation géographique, leur situation économique, etc., bien des groupes sont parvenus à l'indépendance en se révoltant contre justement cette catégorie, cette exclusion de l'altérité, cette domination de l'autre. Alors pourquoi les femmes n'y ont-elles pas réussi après tant de siècles de domination patriarcale? Et il me semble que la réponse de Beauvoir contient en fait deux éléments importants. D'abord, et c'est une clé à mon avis majeure qu'on sous-estime souvent pour comprendre la situation dans laquelle nous sommes encore, ce que dit Simone de Beauvoir, c'est que les femmes sont isolées par leur situation domestique, à la différence des groupes sociaux opprimés qui ont pu se rassembler et se soulever. Les femmes ont plus souvent intérêt à ménager et à protéger les hommes de leur famille, ne serait-ce que pour ne pas en subir les retombées, plutôt que de se rapprocher des autres femmes qui vivent dans d'autres foyers. Et donc il y a un certain nombre de barrières difficiles à surmonter pour que les femmes puissent se rassembler entre elles. Et l'on observe bien que le fait de caser, entre guillemets, une femme dans une cellule familiale permet souvent de ne plus se préoccuper de son sort, de ne plus se préoccuper de son sort à elle, à titre d'individu. Et elle va alors pouvoir être traitée comme le recommande la tradition, à savoir comme par son rôle dans la cellule familiale dans laquelle elle se situe. À un second niveau, qui est l'enjeu transversal du deuxième sexe, les femmes apprennent dès le plus jeune âge à se construire elles-mêmes comme autres, c'est-à-dire qu'elles se conditionnent à devenir la femme qu'on leur présente dans l'éducation et qu'on leur présente aussi dans les productions de notre culture en général, dans les médias et dans toutes les œuvres de la culture qui représentent ce devenir femme. Il y a donc une forme de complicité, c'est un terme qu'utilise Simone de Beauvoir, il y a une forme de complicité de la femme avec son oppresseur à ces différentes étapes de la vie. Et cette forme de complicité structure nos normes sociales d'une façon qui n'est pas comparable à ce qu'on peut observer dans les autres formes d'oppression de groupe. Alors, Simone de Beauvoir, précisément, déconstruit ces normes sociales intériorisées par les femmes et au cours de leur éducation. Elle le fait notamment dans tout le deuxième tome qui est consacré à cette formation
permanente de la femme pour devenir femme. Alors, vous me direz sans doute, soit, c'est ainsi, mais alors si la femme est complice, c'est qu'elle s'en satisfait. Et si elle s'en satisfait, alors pourquoi pas? Pourquoi y dénoncer une forme d'oppression si tout le monde trouve son compte dans cette répartition des rôles qui a si bien fonctionné depuis des siècles? C'est que précisément, la femme, que la femme puisse être déterminée à se faire complice de la domination masculine, et qu'elle puisse même y trouver parfois de l'intérêt, puisque tout la pousse en ce sens, ça n'enlève rien au fait qu'elle y perd sa liberté. Et que cette perte est insupportable pour toute conscience qui, comme telle, a besoin de se projeter dans le monde. Et Simone de Beauvoir précise que c'est en termes de liberté et non en termes de bonheur qu'il faut évaluer la situation. Cette fois, ce qui est en jeu, c'est une caractéristique de la conscience que Beauvoir, suivant Sartre et Heidegger, nomme la transcendance. Pour le dire très très simplement, la transcendance de la conscience, c'est sa tendance spontanée à élaborer des projets au sens littéral, c'est-à-dire à projeter des actions qui dépassent le réel tel qu'il nous est donné dans la situation, donc le réel tel qu'il est en soi. Tout sujet, tout être conscient, a besoin de se projeter, de projeter son existence dans le monde et ainsi d'y inscrire sa liberté par des actions dont il a lui-même formé l'initiative. C'est ainsi que nous n'aimons pas l'idée d'avoir une existence réduite à celle d'une fonction, d'un rôle d'exécution, d'un objet. Nous avons besoin d'initier notre existence, de la créer selon des intentions personnelles, singulières, dont nous avons eu l'imagination. On comprend alors comment Beauvoir comprend l'aliénation féminine. Cette aliénation féminine se vit dans la contradiction que vivent les femmes entre le besoin d'exister comme sujet libre pouvant inscrire des possibles dans le monde comme le font les hommes, et sa situation concrète qui lui impose de vivre relativement à l'homme, qui lui impose jusqu'à ses désirs de vivre relativement à l'homme, comme l'autre ou la vassale, c'est le terme qu'utilise Simone de Beauvoir, de l'homme, c'est-à-dire au service du destin masculin. C'est une contradiction que l'homme n'a pas à vivre, puisqu'il se définit comme sujet neutre, ayant appris à se projeter indépendamment de la femme. Il a pu s'identifier à des héros historiques et fictifs qui font notre culture et qui n'ont pas eu à sacrifier leur destin personnel pour être en relation, notamment dans les relations amoureuses, par exemple. Les hommes n'ont pas grandi avec cette idée qu'il fallait choisir entre mener un destin libre dans le monde et entretenir une relation avec une femme. La femme, elle aussi, a hérité de cette culture où elle a pu apprendre que les hommes font leur destin, là où le destin des femmes est tout tracé, prescrit par la féminité qu'on exige d'elles et qui les assujettit au destin masculin. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas, pour Simone de Beauvoir, d'enfermer la femme dans cette posture de l'autre. Il s'agit au contraire de la déconstruire, en décrivant dans le premier tome les discours qui ont été tenus sur la femme, de la science à la religion, et en retraçant dans le deuxième tome le devenir femme à tous les âges. Cette déconstruction opère déjà un effet libérateur en ce qu'on peut identifier des expériences auxquelles nous avons été confrontés en tant que femmes, et comprendre émancipe déjà. C'est toujours une joie émancipatrice que de mieux comprendre ce qu'on a vécu sans vraiment pouvoir l'identifier. Et puis, il y a les pistes d'émancipation sur lesquelles Beauvoir insiste, notamment dans son dernier chapitre et dans la conclusion, que nous étudierons justement lors du prochain Book Club.
J'espère que cet épisode vous a plu et vous a donné envie de lire l'ouvrage, et puis peut-être même de nous rejoindre vendredi 11 décembre à 21h. Alors si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le recommander à d'autres et à lui mettre des étoiles. Non seulement ces étoiles facilitent la visibilité du podcast, mais aussi elles soutiennent mon élan pour vous apporter chaque mercredi un nouvel épisode. Mille merci à Geoffroy Montel pour la masterisation de cet épisode et je vous laisse comme d'habitude avec la musique de Masha Garibian.